Alors, oui, absolument. Il faut faire la distinction entre conformisme et civisme. Le D'accord? civisme, c'est effectivement, c'est effectivement en quelque sorte se conformer à des règles, D'accord. mais c'est comme un conformisme choisi. C'est j'accepte de m'arrêter au feu rouge parce que le code de la route dit qu'il faut s'arrêter au feu rouge et que c'est pour le bon fonctionnement de la circulation et du vivre ensemble sur la route. Donc il faut, ça c'est une forme de conformisme, mais ce n'est pas l'objet de l'expérience, des expériences qui ont été présentées là. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens se sont conformés au comportement des autres sans qu'il y ait d'aucune façon des règles de civisme et que sans qu'il y ait des raisons particulières qui permettent, qui alimentent le bien fondé du respect de ces règles. Euh, Oui, et il faut savoir que ce n'est pas tout le monde. Vous voyez sur l'expérience de H, là où ils répondent juste euh, à 99% s'il n'y a pas d'influence extérieure, il n'y en a que 37% qui se trompent. Il y en a quand même 63% qui donnent toujours la bonne réponse, malgré le fait que tous les autres disent une réponse fausse. Mais ces 37% sont quand même significatifs. Et l'intérêt de ces expériences, et la raison pour laquelle je vous les ai montrées, c'est pour que nous soyons sensibilisés à ce mécanisme. Le mécanisme, il est inhérent aux êtres humains. Et ça va fonctionner de façon différente pour chaque être humain parce que chaque être humain est différent, mais on est tous concernés par ces mécanismes. Et le fait d'en avoir conscience fait que ça nous prémunit de tomber dans des pièges et de faire des choses inconscientes, mais ça ne nous prémunit pas totalement, ça ne nous immunise pas totalement. Non, on ne se base pas sur l'influence extérieure et l'intérêt de ces expériences, c'est de montrer comment les gens, l'extérieur, peut nous influencer. C'est un fait, c'est un fait social, c'est un fait ouais, sociologique. ouais. Nous fonctionnons comme ça en tant que communauté humaine. C'est une caractéristique du fonctionnement de l'être humain en société. Tout le monde ne va pas fonctionner de la même façon, mais globalement, il y a ce mécanisme qui se passe. Et dans une intention de faire du développement personnel et donc de répondre à la question qui suis-je, et donc d'avoir une attention de savoir qui l'on est, eh bien voilà un élément qu'il convient de prendre en compte, de connaître et sur lequel il convient d'être vigilant. Vigilant par rapport à soi. Parce que vous voyez, on va revenir tout à l'heure sur la synthèse de ce ce que j'ai abordé avec les 4 cadrans qui permettent de nous définir. Les quatre cadrans qui nous donnent des éléments de réponse pour répondre à la question qui suis-je, hein, pour découper et accéder à cette complexité de façon un peu plus simple. On va revenir là-dessus. Et je vais voir les autres commentaires. La vidéo du caméra cachée nous montre que le conformisme choisi nous rend à fonctionner comme des machines. Et que ce genre de gens sont des gens assez faibles mentalement. Le conformisme choisi, c'est-à-dire lorsque nous suivons une activité sans savoir pourquoi nous faisons cette activité. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit lié à la notion de faiblesse mentale. On est tous comme ça, sans exception. Et bon, c'est marrant de voir les gens qui sont pris au piège, entre guillemets, hein, qui font les cobayes et qui réagissent comme ça. Si nous étions pris dans une expérience comme ça, où on nous dit que c'est pour autre chose, nous, de bonne foi, on va croire que c'est pour un test pour les yeux. On ne sait pas qu'on vient pour un rendez-vous, qu'on est regardé à la loupe. Donc, on ne peut pas trop présumer. Et c'est pas une question, ça n'est pas une question de faiblesse mentale, c'est plutôt une question de sécurité morale, émotionnelle, affective, sociale. Parce que
quelqu'un qui se sent solide, autosuffisant, qui a des ancrages sociaux dans sa famille, dans son environnement, et qui se sent en sécurité, va être moins influençable grâce à cette sécurité. Quelqu'un qui est en insécurité, ben, il va être en alerte. Et donc, s'il y a quelque chose qui se présente et qui le mettrait en danger apparent, hein, par rapport à et qui viendrait activer cette insécurité, donc c'est surtout ces gens-là qui sont susceptibles de se conformer. Encore une fois, regardez l'expérience de H, c'est 67% qui continuent à dire la bonne réponse. Il n'y en a que 37%. Là, on a vu une vidéo dans cette salle d'attente. Mais combien de personnes ils ont fait passer avant d'avoir quelqu'un qui a eu ce comportement tout le long? Donc, là aussi, hein, il ne faut pas avoir un regard biaisé par le petit échantillon qu'on a montré dans cette vidéo. Et l'intérêt de cette vidéo, encore une fois, c'est de comprendre le mécanisme, mais n'extrapolons pas. Ça fait partie de notre mode de fonctionnement et personne n'est à l'abri, ni vous, ni moi. Et ça ne dépend pas tant de notre perméabilité et notre sensibilité à ce genre d'influence, ce n'est pas tant une question intellectuelle, c'est plus une question de conscience ou pas conscience, et c'est aussi une question de sécurité intérieure ou pas. Le conformisme social va beaucoup être rattaché à ça, comment je me sens sécure dans mon existence, et si je fais rattacher mon existence, ma sécurité d'existence, à travers des points de repère extérieurs sur la reconnaissance sociale, l'acceptation dans le groupe et que les autres m'aiment, si je suis en insécurité et que je me sens en sécurité parce que les autres m'aiment, je vais avoir tendance à me conformer parce que je vais faire comme les autres veulent pour avoir le bénéfice secondaire de si je fais comme ils veulent, ils vont m'apprécier, ils vont m'aimer. Mais le fond, c'est j'ai besoin qu'on m'aime parce que j'ai besoin de sécurité. Vous voyez, c'est plus subtil que ça, c'est plus complexe que ça. Donc, vraiment, prenez ces expériences sociales comme étant, faites un zoom arrière, comme voir, tiens, voilà un fonctionnement de l'être humain en général, voilà une facette du fonctionnement de l'être humain. Je suis un être humain, donc je suis soumis à ça. Je dois, à moi d'être conscient et vigilant par rapport à ça. Et vous verrez qu'en fait, les ressorts, les causes profondes qui font qu'on tombe dans le panneau, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de conscience, c'est des questions plus subtiles qu'on verra plus tard. Cette citation de Gandhi, even if you are minority of one, if you are minority of one, the truth is the truth. Résume tout. Oui, c'est pas parce que je suis le seul à croire dans la vérité qu'elle devient une erreur. C'est aussi une chose qu'il a dit. C'est pas parce que je suis le seul à croire à croire en la vérité, c'est une erreur, quelque chose comme ça. Oui, et pour ça, pour pouvoir assumer ça, le fait d'être conforté, convaincu, persuadé de son point de vue, même si tout le monde voit différemment, ça requiert une grande sécurité intérieure. Et c'est là-dessus que ça repose. Et oui, c'est pas parce que c'est pas parce que je suis le seul à croire une chose que c'est une erreur. Absolument. La réalité et la vérité, c'est ce qui va s'avérer correct à la confrontation de la réalité. La vérité, c'est ce qui va s'avérer correct à la confrontation de la réalité. Galilée a failli être excommunié et brûlé par rapport au fait qu'il disait que la Terre tourne autour du Soleil. Hein, et il a dû se rétracter tout en disant « et pourtant elle tourne ». Mais vous voyez, parfois, selon les cultures, les croyances, c'est plus ou moins dangereux d'aller à l'encontre. Donc, il faut avoir, dans certaines circonstances, beaucoup de courage pour rester ferme sur sa version, continuer à affirmer sa réalité subjective. Donc, encore une fois, c'est une question principalement de sécurité intérieure par rapport à qui je suis
et comment je me sens sécure vis-à-vis de mon environnement, même si je suis différent. Bon, intéressant, hein, intéressant tout ça. Hein, veillez bien, la nourriture de ces vidéos, c'est sur le mécanisme social. Et donc l'éclairage, et je vais vous amener à la slide en question. Monsieur, Oui, c'est Noé. Ce qui était intéressant pour moi, c'était comment si même une personne qui est d'accord avec nous, ça nous rend plus fort et plus à l'aise de dire ce que nous pensons. Même si c'est une minorité, ça reste une minorité par rapport aux autres, mais ça vraiment, ça nous encourage considérablement. D'ailleurs, on voit que oui, les pourcentages ont été bouleversés. oui, oui. Pourquoi? Parce que quand on voit qu'on n'est pas seul, eh ben, on se sent plus en sécurité. On a moins peur, en fait. Vous voyez, ce qui se joue, une des raisons du conformisme, qui fait que les gens se conforment, c'est par peur. Donc, si la peur diminue, plus la peur est grande, plus on va avoir tendance à se conformer et à dire quelque chose auquel on ne croit pas. Mais plus la peur diminue, ben, moins on va avoir tendance à se conformer. Et effectivement, le pourcentage a baissé drastiquement quand il y en avait un autre. Tout à fait, très bonne remarque. Retenez bien ça. L'enjeu, en fait, au niveau de l'individu, l'enjeu sur ces mécanismes, c'est avant tout la peur. Peur du regard des autres, peur du qu'en dira-t-on, peur du jugement des autres. Et la meilleure antidote à cela, ben, la meilleure antidote par rapport à la peur, c'est la peur, ça nous alerte d'un danger. La meilleure antidote, c'est la sécurité. Plus je suis dans un ancrage de sécurité à l'intérieur de moi, moins je vais avoir besoin d'aller chercher des ancrages de sécurité à l'extérieur. Une des clés est là. On y reviendra pendant le cours. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, c'est en fait en ce qui concerne l'expérience de la caméra cachée. C'est en fait on a peur de perdre quelque chose qu'on connaît pas, qu'on n'a pas besoin, qu'on ne sent pas moins, c'est-à-dire qu'on ne nous affecte pas si on ne l'a pas. Mais on a peur de la perdre quand même. C'est vraiment, mais ça nous pousse à penser plus profondément à peut-être je sais pas le mot en français. Euh, Aux causes profondes. Exactement, aux causes originales, probantes, je sais pas. Profondes, aux causes profondes, aux Oui. vraies causes profondes qui Hmm. alimentent cette peur. Parce qu'on se rend compte, mais j'ai Ouais. peur de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. Parce que j'avais Oui. rien, je connais personne ici, j'ai rien à perdre, et pourtant, je me conforme. Donc, c'est très, oui, oui, très intéressant ta remarque. Et effectivement, comme tu le dis, ça nous invite à nous questionner sur les causes profondes. Et nous questionner sur les causes profondes, eh bien, ça va être nous questionner sur mais qui suis-je, comment je suis construit, comment je fonctionne, qu'est-ce qui s'active en moi, qu'est-ce que je porte. Et en fait, on verra que, donc déjà, on a cette première approche très pragmatique. Là, pour l'instant, c'est très pragmatique, presque scientifique, d'éléments de réponse par rapport à ce qui suis-je. Et là, vous voyez, est-ce que vous voyez les slides, là, le slide que je présente? Oui, monsieur. Oui. D'accord. Donc là, vous voyez dans ce slide, oui, c'est grand, que ce que nous sommes dans notre essence profonde, c'est l'étoile à l'intérieur, c'est cette essence profonde. Ce que moi j'appelle dans mon livre l'être essentiel. Ce que l'on est dans notre code génétique, la correspondance à cet être essentiel dans le cadran du haut à droite, ce serait le code génétique. Alors, ce qui nous définit. Mais nous ne sommes pas qu'un code génétique, nous ne sommes pas que de la chimie.
Nous ne sommes pas que de la matière, nous sommes aussi de l'énergie. Mais ce que nous sommes dans notre essence profonde, c'est ce qui est. Et ce que nous existons aujourd'hui, ça s'est construit sur tous ces plans. C'est cette complexité, à la fois dans une dimension objective, individuelle, c'est notre corps, notre cerveau, nos cellules, la façon dont on réagit, les phénomènes biologiques, les comportements, ça c'est palpable, c'est visible, c'est observable, c'est objectif. Et nous sommes aussi ce qui nous caractérise, ce qui nous construit et ce qui fait qu'on va manifester ça dans notre vie, c'est ce que nous sommes dans notre réalité subjective. Nos sensations, nos émotions, les pensées, les intentions, le mental, les croyances et l'image que j'ai de moi-même et du monde, etc. Donc on est les deux. On n'est pas que un corps, on n'est pas que des pensées ou une identité. On est les deux en même temps. Et cette complexité ne s'arrête pas là. La complexité de ce que nous sommes et de qui nous sommes passe aussi par le fait que nous sommes un être social, hyper sociable même. Et que cette sociabilité, elle se manifeste dans une dimension objective à partir de notre environnement, tout ce qui est interobjectif, comment on est influencé et on interagit avec l'environnement, la famille, le cadre social, les systèmes, les lois, les règles, et les institutions, les communautés. Nous ne nous construisons pas pareil et nous ne réagissons pas pareil selon l'environnement socio-culturel dans lequel on a grandi, on a évolué. On ne réagit pas pareil en Chine qu'en Tunisie. Par exemple, il y a des pays où il y a des règles sociales très strictes. La politesse, la hiérarchie, la discipline, qu'on peut voir que dans des pays comme le Japon ou dans des pays comme l'Allemagne, il y a des choses, il y a des dimensions culturelles. Et donc, ils vont présenter certaines caractéristiques sociales avec certains avantages et certains inconvénients. C'est parce qu'il y a cette propension à être très discipliné que, quelque part, il a été possible qu'il y ait le génocide pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. L'expérience de Milgram a montré que il n'y avait pas les mêmes. L'expérience de Milgram, ah oui, je ne voulais pas parler, mais c'est une expérience qui a été faite pour évaluer la soumission à l'autorité. On faisait une expérience, il y a quelqu'un qui était. Il y avait deux personnes qui apparemment étaient deux cobayes, mais en fait, il y en avait un qui était le cobaye et l'autre qui était complice. Le complice, c'était celui qui allait se faire tester et le cobaye, c'est celui qui allait faire un test. Le thème, c'est on va vous faire un test de mémoire. C'est l'histoire qu'on raconte au cobaye. On lui dit on va vous faire un test de mémoire et on veut voir comment la douleur peut stimuler un individu à mieux retenir les choses. Et la procédure, c'était, on lisait des mots avec deux mots associés l'un à l'autre. On le lisait une fois, et puis après, quand on disait le mot, il devait retrouver le premier. Et s'il ne le trouvait pas, on envoyait une décharge électrique. Tous les 15 volts, jusqu'à 450 volts. Et alors, c'est très progressif. Au début, il ne trouve pas, il a des petits trucs, ça, à 15 volts, c'est rien, c'est pas grand-chose. Après, quand ça arrive à 150 volts, ça commence à faire mal. Et celui qui est testé, c'est celui qui administre les décharges électriques. Et ça, c'était vachement intéressant de voir comment les gens réagissaient et jusqu'où ils allaient. Et il y en a qui allaient jusqu'à 450 volts, à un moment où c'est mortel. Mais avant ça, le complice, il faisait « Ah, arrêtez, j'ai mal, détachez-moi, arrêtez, je veux arrêter l'expérience ». Et parce qu'il y avait un scientifique en blouse blanche qui représentait l'autorité, qui disait « Non, non, continuez l'expérience, non, non ». Et la personne dit « Mais non, je ne veux pas, non ». Il disait « Non, non, si, continuez, le protocole veut ça. Si, allez-y, j'en prends la responsabilité ». Et le cobaye, il administrait les décharges électriques. Ça, c'était très intéressant comme expérience sociale. Et les résultats variaient selon les pays. Et il s'est avéré que l'Allemagne avait des résultats supérieurs parce que très obéissants, soumis à l'autorité.
Donc, vous voyez, il n'y a pas de règle, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il y a des avantages et des inconvénients à tout. Il y a des avantages au respect du code de la route, et puis il y a des inconvénients. Il y a des avantages. Personnellement, je trouve qu'il y a plus d'avantages au respect du code de la route que d'inconvénients. Mais bon. Donc tout ça pour vous dire que par rapport au conformisme, à la conformité, ça dépend des cultures. Et vous voyez que sur le schéma que vous voyez dans le slide, oui, nous sommes ce que nous sommes d'un point de vue individuel, mais nous ne pouvons pas faire l'impasse. Si nous répondons à la question « qui suis-je ?», nous ne pouvons pas faire l'impasse de la dimension sociale et culturelle. Et vous voyez dans ce parti, la partie sociale, c'est plutôt le côté inférieur droit, et la partie culturelle, c'est plutôt le côté inférieur gauche. Donc nous sommes influencés par l'environnement social dans lequel nous sommes, la famille, le cadre social, les systèmes, les lois, les règles, etc. Et nous sommes aussi influencés, et ça nous construit, et ça nous a construit, et ça nous influence dans la dimension intersubjective de notre environnement. Et la culture, les valeurs, la morale, les traditions, les croyances, les religions. Et vous voyez que dans ce schéma, ce que nous sommes, l'individu que nous sommes, il est au milieu. Et ça part dans les deux sens. C'était à la fois ce que nous sommes, ça manifeste ce que nous sommes d'un point de vue biologique. Ce que nous sommes, ça manifeste ce que nous sommes d'un point de vue subjectif. Ça manifeste aussi, ça contribue à la manifestation de notre environnement social et ça contribue aussi à l'environnement culturel intersubjectif. Donc, vous voyez qu'il y a un aller-retour entre ça nous construit et on manifeste. Voilà ce que je vous propose comme image à ce stade de réponse pragmatique, structurée à la question « qui suis-je » ? Tout à fait. Oui, c'est vrai. Merci pour ce commentaire. Effectivement, ça explique, ça donne des éléments, des pistes et des éléments d'explication des raisons pour lesquelles nous sommes parfois en contradiction intérieure, avec des comportements paradoxaux, à dire une chose, à être tiraillé par une chose et son contraire. Parce que peut-être qu'au niveau subjectif, individuel, j'ai cette croyance ou j'ai cette aspiration, et qu'au niveau intersubjectif, culturel, j'ai aussi une croyance collective ou une morale qui me l'interdit. Ou même où j'ai des lois qui m'interdisent ça. Donc, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on ne peut y voir clair après que si on se pose, et la vie, ça va consister à vivre des expériences et à vivre des paradoxes, des tiraillements, des contradictions, des moments d'extase, avec de jouissance, ou des moments très difficiles, douloureux. Mais de toute façon, on va vivre des choses et la façon qu'on va vivre ces paradoxes, ces difficultés, c'est justement ça qui va nous permettre de nous donner des indications sur ce qui se passe en soi, ce qui s'est activé en soi, ce qui a pris le dessus en soi, ou ce qui est en contradiction et en bataille à l'intérieur de soi. Et donc, d'avoir cette conscience et cette compréhension, et après d'être présent à ce qu'on vit, comment on le vit, de poser un regard à l'intérieur de soi, va nous donner des indications, des éléments de réponse pour être encore plus précis, encore plus détaillé, encore plus profond sur les réponses à la question « qui suis-je ?» et du coup, sur le développement de l'être de qui je suis. Après, on va voir, on va s'en détacher. Mais il est important à ce stade, pour comprendre la dynamique. Je reprends le début, développement personnel, c'est pour développer quoi? Ma personne, qui je suis. Pour pouvoir me développer en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant que je suis, immanquablement,
fondamentalement, se pose la question, qui suis-je? Donc là, vous avez quelques éléments de réponse qui vous permettent de voir qui vous êtes, ce qui vous a constitué, ce qui vous a construit, à la fois ce qui vous a constitué, ce qui vous a construit, et ce qui se manifeste de vous. Et ça vous permet de voir que c'est très complexe et que ça peut vous donner des pistes. On est sur ce registre qui suis-je, et on est aussi sur le registre de finalement, nous sommes en lien avec le réel à travers les représentations qu'on s'en fait. Et je vais vous montrer une vidéo. J'ai sélectionné 2 vidéos que vous regarderez. On va en regarder une maintenant et vous regarderez l'autre plus tard. On va regarder plutôt l'incroyable addition. L'incroyable efficacité des mathématiques. Les mathématiques, c'est un modèle. C'est une science qui est totalement abstraite. Les mathématiques sont une science qui ne prend racine, qui n'a pas besoin du réel, qui peut fonctionner en boucle fermée, totalement abstraite. Et ce qui est incroyable, c'est que la science mathématique a une efficacité incroyable pour permettre de modéliser les phénomènes réels, physiques, et finalement, toute la science physique repose sur les mathématiques. Et donc, vous voyez, les mathématiques, c'est un mode de représentation. Et cette première vidéo que je vais vous inviter à voir, je vais vous la copier et la mettre dans le chat. Ça, c'est Michael Launay, c'est un mathématicien qui a une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique sur les mathématiques. Donc, il fait des vidéos où il parle des sciences mathématiques et il rattache ça à des phénomènes, à des choses intéressantes. Et là, il va vous parler de quelque chose. Et pourquoi je vous présente cette vidéo? Parce qu'elle fait un lien avec les sciences physiques. Ça présente un résultat mathématique très bizarre, très contre-intuitif, qui n'en est pas moins vrai mathématiquement. Mais comme les mathématiques, ça n'a pas besoin d'être réel, de correspondre à la réalité. Mais bon, ce résultat mathématique, vous allez voir, c'est très étrange. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que ce résultat mathématique, déconnecté de la réalité, a été utilisé dans un modèle théorique de physique quantique pour permettre d'aller au bout de cette théorie, de cette hypothèse, parce que sans utiliser ce résultat, la piste était morte. Et donc, le physicien est allé au bout de son modèle, ça tenait la route, ils ont fait des expériences, et les expériences ont validé le modèle. Donc, de quelque chose de totalement abstrait hors sol, on a utilisé ce résultat totalement abstrait hors sol, déconnecté du réel, on l'utilise dans un modèle aussi mathématique abstrait pour décrire le réel, on confronte ce modèle à la réalité et ça fonctionne. Donc tout ça pour vous dire que, en fait, les représentations qu'on se fait des choses, c'est pas parce qu'elles ont l'air irréelles qu'elles ne correspondent pas à la réalité. Vous voyez, en fait, avec ça, je prends le contre-pied de ce que je vous ai dit, de ce que je vous disais un petit peu avant, c'est qu'il faut, attention, il faut que la représentation corresponde à la réalité. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Et d'ailleurs, en science, on est souvent dans un cas de figure où on va développer des modèles qui sont contre-intuitifs et qui vont contre le bon sens, pire, qui vont à l'encontre de ce que l'on observe. Il y a beaucoup de phénomènes qu'on a réussi à décrire physiquement, mathématiquement, en acceptant d'aller à l'encontre de l'observation. Comme bon, je vous laisse voir cette vidéo et après on commente. Le cours du développement personnel, au début j'ai cru que c'est pour devenir plus sûr de soi. Maintenant on est on est sûr de rien. Comment faire?
Eh bien, c'est un bon début. Attends, qui fait ce commentaire? Moi, c'est C'est Noé. Noé. Écoute, ton commentaire, c'est un très bon commentaire parce Ah que bon. il vaut mieux se rendre compte des illusions qu'on avait de soi-même. C'est le début de pouvoir se reconnecter à la réalité de qui l'on est. Donc, si tu me dis ça, je suis plutôt content. Moi deux, Je suis ouais. plutôt content, mais je ne vais pas vous laisser là-dessus parce qu'après, je vais vous donner des éléments qui vont vous permettre de contacter, de construire, d'aller vous connecter à la réalité de qui vous êtes. Mais effectivement, ton commentaire est tout à fait pertinent. Oui, faites ça, s'il vous plaît. OK, d'autres commentaires? Oui, j'ai passé le slide suivant. Nous allons voir pendant ce cours, je ne vais pas vous laisser là-dessus, mais nous allons voir pendant ce cours comment avoir une attention juste aux choses, comment faire la part des choses, comment identifier ce qui m'appartient ou pas, ce qui me correspond ou pas, et comment développer des compétences et comment. Quelles compétences développer et comment. Il nous reste 4 cours, ça nous laisse quand même un peu de temps pour faire des choses intéressantes. Mais vous voyez là, pendant ces 2 premiers cours, on a fait la base, on a fait les fondations. Maintenant qu'on a déconstruit et reconstruit, déconstruit pas forcément, mais enfin, oui, qu'on a potentiellement déconstruit et reconstruit une certaine vision, une certaine compréhension, on peut partir sur des bases solides. Bon, je vois que plusieurs d'entre vous ont commenté sur le fait que ça devient plus clair. C'est super. Effectivement, ce deuxième cours était important pour compléter le premier. Et vraiment, ce qu'on est en train de faire là, c'est les bases. C'est comme quand on construit un édifice, il faut creuser pour établir des fondations profondes et solides pour qu'on puisse après construire en hauteur. Si on construit sur du sable, sur quelque chose de pas solide, de pas ancré, concret, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la distance, ça ne tient pas les intempéries. Alors que là, on s'ancre dans le réel, dans une attention juste, réaliste, pragmatique du sujet. Et vous verrez qu'après, toutes les compétences dont on va parler vont être, grâce à ces fondations, vont être beaucoup plus impactantes. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de les intégrer, de vous les approprier, de les mettre en pratique sur des compétences de management, sur des compétences de communication, sur des compétences de gestion d'émotions, de gestion de situations de crise. Vous verrez, après j'ai plusieurs sujets, on verra au cours du cours comment ça se passe, les compétences sur lesquelles vous voudrez éventuellement que je concentre, que je me concentre.